Dans notre Cinquième République, le Parlement se compose de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces deux chambres ont des modes de recrutement et des compétences différentes. On parle alors de bicaméralisme inégalitaire. Cette division du pouvoir législatif en deux chambres a été adoptée dans la plupart des constitutions démocratiques actuellement en vigueur. Il existe donc vraisemblablement d'assez bonnes raisons pour procéder ainsi. Mais lesquelles? S'interroger sur cette particularité de nos constitutions, le bicaméralisme, permet de mieux comprendre la complexité de la démocratie représentative, et ainsi de dépasser certains de nos préjugés à son égard. C'est donc ce que je vous propose d'explorer ensemble dans ce qui suit. En France, l'existence d'une seconde chambre a pendant longtemps posé problème aux républicains. En effet, l'Assemblée nationale était censée représenter la nation et exprimer la volonté de celle-ci. Or, la nation étant indivisible, il pouvait sembler absurde de diviser la représentation nationale. De fait, les premières et secondes républiques étaient monocamérales. Leur parlement ne comportait qu'une seule chambre. La Troisième République comportait certes deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat. Mais l'institution du Sénat, en 1875, fut le fruit d'un compromis entre les républicains et les monarchistes. Le Sénat était un gage donné aux monarchistes. Ils devaient, dans leur esprit, contribuer le moment venu au rétablissement de la monarchie. Le nom même de Sénat dit assez le caractère peu démocratique de cette seconde chambre dans l'esprit de ses créateurs en 1875, puisque dans la République romaine antique, le Sénat était cette chambre aristocratique qui concentrait l'essentiel des pouvoirs. En 1946, le premier projet de constitution pour établir la Quatrième République ne comportait qu'une seule chambre législative. Ce projet fut rejeté par référendum. Et le second projet, qui lui fut adopté, comportait bien une seconde chambre, mais au pouvoir très diminué, de sorte qu'il s'agissait plus d'une chambre consultative que législative. Revenu au pouvoir en juin 1958, De Gaulle va rétablir un véritable bicaméralisme avec la Cinquième République. Il avait exposé les raisons pour lesquelles une seconde chambre lui semblait nécessaire dans son discours de Bayeux en juin 1946. Il est clair, et il est entendu, que le vote définitif des lois et des budgets revient à une assemblée élue au suffrage universel direct. Mais le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entières. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée, élue et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Or, si les grands courants de politique générale sont naturellement reproduits dans le sein de la Chambre des députés, la vie locale, elle aussi, a ses tendances et ses droits. Tout nous conduit donc à instituer une deuxième chambre dont, pour l'essentiel, nos conseils généraux et municipaux éliront les membres. Cette chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger. Le bicaméralisme de la Cinquième République a donc été mûrement réfléchi. Il fait partie intégrante des plans des constituants. Pourtant, le Sénat fait encore, parfois, l'objet de critiques, voire de projets de suppression. Lui sont principalement reprochés son recrutement inégalitaire, puisque les petites communes et les zones rurales y sont surreprésentées, le fait que les sénateurs soient élus au suffrage indirect, la moyenne d'âge relativement élevée des sénateurs, et ainsi de suite. Bref, trop rural, trop conservateur, trop âgé, trop peu représentatif. Le Sénat devrait être supprimé, ou bien revenir au simple rôle de chambre consultative, comme dans la Quatrième République. Pourtant, il existe de très bonnes raisons d'instituer une seconde chambre législative dans une démocratie représentative. De Gaulle faisait allusion à certaines d'entre elles dans son discours de Bayeux. Détaillons ces raisons. La première raison, en général totalement méconnue, est que cela permet de diviser le pouvoir législatif. Car dans une démocratie, le pouvoir législatif est celui qui est le plus susceptible de sortir des limites constitutionnelles qui lui ont été fixées.
En effet, contrairement à un préjugé très répandu, dans une démocratie, le risque d'abus de pouvoir vient bien davantage des assemblées législatives que du ou des individus chargés du pouvoir exécutif. Comme le faisait remarquer Alexander Hamilton, l'un des auteurs du fédéralisme, les représentants du peuple dans une assemblée populaire semblent parfois s'imaginer qu'ils sont le peuple lui-même, et ils montrent de forts signes d'impatience et d'indignation à la moindre velléité d'opposition de la part des autres pouvoirs. Comme si l'exercice de leurs droits par l'exécutif ou le judiciaire était une entorse à leurs privilèges et un outrage à leur dignité. L'histoire française des 4 républiques précédentes montre assez la justesse de cette observation. En divisant le législatif, on diminue donc les risques que celui-ci abuse de ses pouvoirs. Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire de distinguer les 2 chambres dans leur recrutement et leurs fonctions, autant que cela est compatible avec la bonne marche du gouvernement et avec les principes démocratiques. Faute de cette différenciation, la division n'aura que peu d'effet. La deuxième raison est qu'une seconde chambre permet, dans une certaine mesure, de pallier l'un des principaux défauts des gouvernements démocratiques, à savoir la versatilité des lois et des politiques. Selon Tocqueville, l'instabilité législative est un mal inhérent au gouvernement démocratique, car, explique-t-il, il est de la nature de la démocratie d'amener des hommes nouveaux au pouvoir. Aussi, il remarquait en 1835 que, je cite, « l'Amérique est de nos jours le pays du monde où les lois ont le moins de durée ». À la lumière de l'expérience américaine du gouvernement démocratique, Hamilton faisait exactement la même observation dans le fédéralisme. Il écrivait la chose suivante. Il sera de peu d'utilité pour le peuple que la loi soit faite par des hommes de son choix, si les lois sont si volumineuses qu'elles ne peuvent être lues, ou si incohérentes qu'elles ne peuvent être comprises. Si elles sont abrogées ou révisées avant que d'être promulguées, ou si elles subissent des changements si incessants que nul homme qui sait ce qu'est la loi aujourd'hui ne puisse deviner ce qu'elle sera demain. La loi se définit comme une règle d'action. Mais comment ce qui est peu connu et moins stable encore peut-il être une règle? En allongeant les délais nécessaires pour faire voter une loi, en obligeant à obtenir un accord entre 2 assemblées de tendances politiques différentes, l'existence d'une seconde chambre contrebalance en partie cette propension démocratique à l'inflation législative. Elle a pour effet de réduire le nombre de lois qui peuvent être votées chaque année, toutes choses égales par ailleurs. Par ailleurs, elle doit permettre d'améliorer la qualité des lois votées, puisqu'il faudra délibérer plus longuement et de manière plus approfondie pour les adopter. Enfin, une troisième raison est celle à laquelle faisait allusion le général de Gaulle, lorsqu'il expliquait, au sujet d'une chambre élue au suffrage universel direct, « Le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entière. » En effet, le fait qu'une assemblée soit élue directement par l'ensemble de la population signifie que cette assemblée sera plus directement prise avec les fluctuations de l'opinion publique. Or, toutes ces fluctuations ne sont pas nécessairement bonnes à suivre. Bien entendu, en démocratie, la volonté populaire finit toujours par prévaloir. Mais il existe une différence capitale entre une volonté guidée par la raison et une volonté guidée par les passions. Comme l'explique le fédéraliste, c'est la seule raison du public qui devrait contrôler et réguler le gouvernement. Les passions du public devraient être régulées et contrôlées par le gouvernement. Cela signifie qu'il est nécessaire de distinguer 2 sortes d'opinion publique. Une opinion publique spontanée, peu informée, peu réfléchie. Une opinion publique plus réfléchie, prenant plus de temps pour se former et reposant sur une meilleure considération des faits et des arguments. En démocratie, seule cette dernière sorte d'opinion publique peut légitimement prétendre avoir le dernier mot. Mais une telle opinion publique raisonnable a besoin, pour se développer, des institutions représentatives, dans lesquelles les représentants du peuple disposent du temps, des informations et des motivations nécessaires pour délibérer ensemble sur les questions de politique publique. L'existence d'une seconde chambre fait partie de ces dispositifs institutionnels
destiné à faire en sorte que la décision finale soit la plus raisonnée et la mieux informée possible. Les membres de la première assemblée ne pourront pas se précipiter pour adopter une loi qui est à leur faveur. Ils devront négocier, argumenter, délibérer avec les membres de la seconde assemblée. Particulièrement si les rédacteurs de la Constitution ont fait en sorte que les deux chambres aient, en général, des points de vue différents, du fait de leur recrutement et de leurs pouvoirs différents. Le Sénat est ainsi l'un des nombreux dispositifs constitutionnels qui ont pour but de substituer, en reprenant l'expression du fédéraliste, la raison du public aux passions du public dans la direction du pays. La conclusion est donc sans appel. Oui, dans une démocratie représentative, le bicaméralisme est parfaitement justifié. Ce n'est pas sans raison qu'il a été presque universellement adopté. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Je compte sur vous. Le droit, c'est passionnant.